Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité, qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est la présidente de la Point Sud, Sonia Baquès. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation, d'autant plus que ça fait longtemps qu'on ne vous avait pas entendu longuement. Après votre défaite sénatoriale du 24 septembre, vous êtes directement parti à Paris et depuis, vous ne vous êtes pratiquement pas exprimé. Alors pourquoi c'est volontaire? Vous n'aviez pas envie de parler D'abord parce que quand on se présente à une élection sur son nom et qu'on perd, ça secoue. Ça secoue, ça demande de se poser des questions, de se remettre en question. Donc j'ai pris le temps d'une part d'aller voir le président de la République parce que c'était important pour moi de savoir si ce résultat électoral changeait quelque chose à sa position, à la ligne qui est tenue par l'État depuis plusieurs mois. Et puis j'avais besoin d'aller à la rencontre des Calédoniens aussi, parce que d'abord j'étais partie pendant longtemps, et j'avais besoin aussi de sentir, de les entendre, de les écouter. Et donc j'ai fait beaucoup de réunions, j'ai entendu beaucoup de Calédoniens. J'avais besoin de prendre ce temps-là, parce que, encore une fois, quand on perd une élection, on a besoin de comprendre ce qui s'est passé pour reconstruire et pour construire la suite. Oui, justement, un mot quand même sur cette élection sénatoriale, puisque vous n'avez pas eu l'occasion de vous exprimer, de vous dire comment vous avez ressenti ça. Vous présentiez un ticket avec Pierre Frogier, ce sont finalement Georges Naturel et Robert Rouet qui ont été élus. Ça a été un coup dur, vous l'expliquez comment euh, Oui, quelle a alors, été votre réaction sur le moment et puis peut-être en ayant laissé les choses se décanter un peu? je vais vous dire que ça a été surtout un coup dur euh, pour la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire qu'en fait, voir que on avait un candidat non indépendantiste qui était capable de franchir la ligne rouge, de voter pour un indépendantiste pour des raisons qui lui appartiennent, mais en tout cas de franchir cette ligne rouge. C'était jamais arrivé. C'est-à-dire que le premier tour, on a des indépendantistes qui massivement décident de choisir Georges Naturel. Évidemment, ça a été expliqué. Georges tenait des positions beaucoup plus acceptables pour la cause indépendantiste. Mais derrière, le deuxième tour où on a tout Calédonie ensemble, tous les grands électeurs de Calédonie ensemble et ceux proches de Georges Naturel qui votent pour Robert Rouet au deuxième tour, ça, c'était jamais arrivé. Et c'est vrai que ça a été un choc. Ça a été un choc parce que encore une fois, la cause indépendantiste n'avance que parce qu'il y a chez nous des gens qui lui laissent cette place-là. Et donc, oui, un choc. Alors après, on peut se poser la question de savoir si on aurait dû faire autrement. Mais je crois que fondamentalement, la problématique de fond, c'est que on a des gens qui sont en capacité désormais de franchir ce Rubicon et de donner des majorités aux indépendantistes. Et puis alors pour vous, c'était la double peine. Non seulement vous n'avez pas été élu, mais vous avez dû démissionner de vos fonctions de secrétaire d'État en charge de la citoyenneté. Vous le regrettez, ça, c'est de ne plus être à Paris, de vous estimer que vous aviez un rôle et des choses peut-être intéressantes, passionnantes à faire pour vous? Non, je ne le regrette pas. Bon, d'abord parce que cette démission, moi, je m'étais promis de la déposer, il n'y avait pas de sens à rester. Et ensuite parce que je considère que j'ai fait mon travail pour la Nouvelle-Calédonie. Vous savez, c'est 15 mois à Paris, au-delà de ce que j'ai fait pour la République française. J'ai beaucoup œuvré pour la Nouvelle-Calédonie, j'ai créé des liens qui sont aujourd'hui très forts. Une amitié très forte avec Gérald Darmanin. J'étais déjà très amie avec Sébastien Lecornu, et évidemment, on a renforcé cette amitié. Ma proximité avec Bruno Le Maire également, qui existait déjà, mais qu'on a renforcé. Une relation créée avec Éric Dupond-Moretti, qui va annoncer dans les prochains jours la construction d'une nouvelle prison, donc avec des milliards de travaux faits en Nouvelle-Calédonie, et puis une relation évidemment privilégiée avec le président de la République. Et tout ça, en fait, sans parler évidemment des députés et des sénateurs qui vont avoir à voter la réforme constitutionnelle. Tout ça, j'ai pu le faire parce que j'étais à Paris, parce que j'étais sur ce poste de secrétaire d'État. Et finalement, cette mission, je l'ai assumée. Aujourd'hui, on a un document martyr sur la table qui quand même nous permet d'avancer dans le sens du choix des Calédoniens aux 3 référendums. Les Calédoniens, ils ont choisi 3 fois de rester français. Et donc, tout ce que j'ai fait à Paris a permis aujourd'hui d'en être là où on en est, et plutôt dans le bon sens pour la Nouvelle-Calédonie. Donc je pense que voilà, je suis revenue, je suis aussi très contente d'être revenue parce que il se passe beaucoup de choses en Calédonie. Les Calédoniens, je les sens inquiets, parfois même désespérés. Et je pense que c'est important aussi qu'on leur donne des réponses ici. Alors justement, quand le président de la République a accepté votre démission,
il s'est réjoui de votre réinvestissement dans le dossier calédonien. On peut penser que c'est un peu votre feuille de route aujourd'hui. Vous n'allez plus penser, parler, travailler que calédonien. Vous allez vous consacrer complètement aussi bien à l'avenir institutionnel qu'aux questions quotidiennes des Calédoniens. Ça va être votre nouvelle direction? Oui, très clairement, je suis revenue complètement dans mes fonctions calédoniennes. Puis je crois qu'au-delà, dans le communiqué du président de la République, ce qu'il faut retenir, c'est le fait qu'il maintient sa feuille de route. Je crois que c'est ça qui est absolument essentiel. Vous savez, il a décidé, il nous a accompagnés dans les 3 référendums. Il a décidé de maintenir le 3e référendum malgré la pression qu'il avait. Il a affirmé le lendemain du référendum qu'on allait rester français. Il a affirmé, il y a 10 jours, devant tous les Outre-mer qui lui mettaient la pression pour reculer la date de la réforme constitutionnelle pour y intégrer les autres Outre-mer, il a réaffirmé que la réforme constitutionnelle serait sur la Nouvelle-Calédonie, qui maintiendrait le calendrier. Et donc ça, c'était très important pour moi. Et dans ce communiqué de presse, il y a évidemment mon réinvestissement pour la Nouvelle-Calédonie et la confiance qu'il me fait sur le dossier calédonien, mais il y a aussi l'affirmation du maintien de cette ligne de conduite qui est absolument essentielle pour la Nouvelle-Calédonie. Et ça me permet, si vous me permettez, de revenir sur un point. Vous savez, il y a eu hier un communiqué qui a été un communiqué conjoint entre l'Union calédonienne, le secrétaire général du groupe et de CFLNKS et Calédonie Ensemble, qui dit, et chaque mot est important, qui dit qu'ils se sont mis d'accord pour poursuivre, je cite, pour poursuivre la trajectoire d'émancipation du pays. Ça veut dire qu'on est, pour eux, dans un chemin dans lequel on continue vers l'indépendance. Mais clairement, d'une part, ce n'est pas notre position, d'autre part, ce n'est pas celle des Calédoniens qui ont dit 3 fois non, et pour finir, ce n'est pas celle du président de la République. Et donc, le président de la République a été très clair. On est français, on va rester français, et on va faire ce qu'il faut pour... vous savez, j'ai entendu beaucoup de la part des Calédoniens une inquiétude parce qu'on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Là, elle est là, la lumière au bout du tunnel. On a un calendrier, une échéance et le fonds qui est construit aujourd'hui. Pour rester sur cet exemple que vous donniez de ce communiqué hier conjoint entre Calédonie Ensemble, UCFLNKS et Nationalistes, on sent aussi qu'il y a cette volonté des Calédoniens qu'on se parle. Quand Calédonie Ensemble prend cette initiative de dire qu'il faut se parler entre Calédoniens à côté des discussions qu'on tient avec l'État, il faut essayer de trouver un consensus entre nous. Est-ce que ce n'est pas aussi une réalité dans la population calédonienne? En fait, la réalité de la population calédonienne, c'est que la population calédonienne a envie de vivre ensemble. Les Calédoniens, ils en ont assez de ces référendums à répétition, de ces oppositions, de ces oukases, de ces menaces. Ils ont juste envie que ça s'arrête, de construire leur vie au quotidien, celle de leurs enfants, de faire fonctionner les entreprises, d'avoir de l'emploi. Ils veulent plus de tout ça. Et aujourd'hui, la position de l'UCFLNKS de ne plus discuter, de menacer de violence dans le cas où les choses ne se passeraient pas comme ils le souhaitent, le communiqué de presse de Pierre Chanel Tutugoro pour soutenir le Hamas, enfin, on est dans une situation lunaire. Et les Calédoniens ne veulent pas de ça. Et donc, les Calédoniens, ils veulent effectivement qu'on vive ensemble. Sauf qu'il y a un vrai décalage entre ce que les Calédoniens veulent vivre au quotidien et veulent vivre au quotidien en matière de vivre ensemble et ce qu'on a autour de la table. On a autour de la table des gens qui, concrètement, font ce qu'ils font pour faire partir le plus possible de Calédoniens, veulent nous remettre un référendum dans 5 ans ou dans 6 ans, et veulent à la fin le gagner pour qu'on soit plus français. Et donc, il ne faut pas faire preuve de naïveté face à ça. Si on veut vivre ensemble, il ne faut plus qu'on ait ces référendums d'autodétermination à répétition. Il ne faut plus qu'on mette en place des réformes qui font partir les Calédoniens. Il faut qu'on se donne le temps, et c'est ce qu'on propose avec le fait de ne plus avoir de référendum binaire dans les 2 prochaines générations, et après de n'avoir que des choses consensuelles. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où en fait il y a un décalage entre ce que les Calédoniens vivent et ce que portent notamment les responsables politiques indépendantistes. Vous disiez, il y a la lumière au bout du tunnel. Les Calédoniens, effectivement, s'inquiètent, vous le savez, et on a une espèce d'incertitude. Alors donc, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur des Outre-mer, devait venir à la fin du mois d'octobre. Il diffère d'un mois. Est-ce que ça veut dire que les discussions sont au point mort? Est-ce qu'il attend la fin des congrès indépendantistes pour venir? Est-ce que l'État a encore le contact avec les élus calédoniens des 2 bords, d'ailleurs? D'abord, ce qui est très important, c'est que tout le monde sache bien comment le calendrier va se dérouler. La semaine prochaine, nous avons des réunions, des rencontres avec tous les acteurs, donc sauf l'Union calédonienne, mais le Palika et l'ensemble du camp non indépendantiste. Ces rencontres, elles vont permettre, là, et pour la première fois,
de détailler le document. C'est-à-dire c'est avec le préfet Bastille. Là. Exactement, avec le préfet Bastille. Donc on va parler de la citoyenneté, on va parler de l'organisation des institutions, et on va dérouler là clairement le document. Ensuite, les 24 et 25 novembre, Gérald Darmanin viendra avec Bruno Le Maire. Et à ce moment-là, l'UC sera là ou ne sera pas là, mais en tout cas, les discussions continueront, notamment sur les points sur lesquels on n'a pas trouvé d'accord. Ce qu'on comprend de ce que nous dit aujourd'hui l'État, c'est qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on n'est pas très loin, donc sur lesquels on va trouver un accord avec le PALICA, parce qu'on a vraiment, vous savez, je crois qu'il faut avoir à l'esprit qu'aujourd'hui, dans le camp indépendantiste, on a vraiment des divergences majeures. On a aujourd'hui l'UNI, donc le PALICA et l'UPM, qui sont pour la discussion, qui sont pour trouver un accord, pour trouver une solution. Et on a l'UC qui aujourd'hui est dans une position hyper dure, qui ne veut pas parler, qui veut faire partir du monde et qui aujourd'hui veut l'indépendance, 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 sans discussion, sans négociation, et ne prend pas en compte le résultat du référendum. Donc, avec nous, qu'est-ce qu'on fait ? Quel est le choix qu'on a fait ? On a fait le choix de parler avec ceux qui veulent parler, sous l'égide de l'État. On a l'État qui organise des discussions. Ces discussions, elles ont lieu la semaine prochaine, les 24 et 25 novembre. Le PALICA et l'UPM seront présents, nous serons présents, et donc on va travailler concrètement sur le document. Ceux qui ont envie de venir viennent. Ceux qui n'ont pas envie de venir ne viennent pas. On ne peut pas forcer. Encore une fois, un mariage, quand on a un mariage, il faut se marier à deux. Mais là où je veux venir, et c'est très important, c'est depuis des mois, les Calédoniens ont l'impression d'être dans un tunnel dans lequel finalement il y a un nouveau virage, et puis derrière le virage, ils croient qu'ils vont voir la lumière, et puis en fait, ils ne voient pas la lumière, il y a un nouveau virage. Là, la lumière, elle est là tout simplement parce que, en fait, l'échéance, on ne peut pas aller plus loin que là où on est. Pour des raisons de calendrier électoral, les élections provinciales doivent avoir lieu en 2024 parce que le Conseil constitutionnel n'acceptera pas de les repousser plus. Et donc, la réforme constitutionnelle passera en mars 2024. Pourquoi c'est important, cette réforme constitutionnelle ? C'est important parce que les gens croient que la réforme constitutionnelle, c'est que le dégel du corps électoral. Alors, c'est déjà très important, c'est 40 000 personnes qui sont exclues, etc. Mais c'est surtout la traduction du fait que les Calédoniens ont voté 3 fois non. Et ça va être enfin, dans la Constitution française, un statut définitif dans la République. Pourquoi je dis définitif ? Vous savez, la dernière fois qu'on a modifié la Constitution, c'était en 2007, pour geler le corps électoral sur la Nouvelle-Calédonie. 17 ans. La prochaine fois qu'on va la modifier, ce sera 17 ans après. Ça veut dire qu'une fois qu'on aura mis la Nouvelle-Calédonie dans un titre spécifique de la Constitution française, eh bien, elle n'en bougera plus. Et derrière, on pourra enfin construire une Nouvelle-Calédonie sereine, ensemble, et des institutions qui fonctionnent. Révision constitutionnelle pour le dégel du corps électoral, est-ce que ça prendra en compte un grand accord, comme on dit, ou ce sera vraiment à minima sur le corps électoral, même si c'est déjà une avancée sensible, mais c'est peut-être un peu court, non ? Oui, alors les deux options sont sur la table aujourd'hui. Soit il n'y a pas d'accord ou il y a un accord que sur le corps électoral, et dans ce cas-là, il y aura effectivement une réforme constitutionnelle qui sera adoptée dans le courant du mois de mars 2024. Si c'est ça, il n'y aura pas de consultation de la population, il n'y aura pas d'accord plus global, et il y aura derrière des élections provinciales sur cette base-là. S'il y a un accord plus large sur le corps électoral évidemment, mais sur l'exercice du droit à l'autodétermination, sur l'organisation des institutions, sur le poids de chacune des provinces au Congrès, sur la clé de répartition, sur tous les autres sujets qui sont sur la table. Dans ce cas-là, de la même manière, la réforme constitutionnelle aura lieu en mars 2024, mais cette fois, les Calédoniens seront consultés dans la foulée, dans une consultation un peu comme ça s'est passé sur l'accord de Nouméa en 1998, et les élections provinciales auront lieu dans la foulée. Tout ça pour vous dire quoi ? Parce que c'est ça qui est important en termes de perspective, parce que je crois que ce qui inquiète le plus, c'est de ne pas savoir ce qui se passe, et de se dire, finalement, on a l'impression qu'à chaque fois qu'on fait un pas en avant, on nous dit, non, c'est pas fini, il en reste encore 2 à faire, non, c'est pas fini, il en reste encore 3 à faire. Là, c'est la fin, on va faire cette réforme constitutionnelle, et de toute façon, dans 1 an, le processus sera terminé. À la fin de l'année 2024, le processus sera terminé. On aura modifié la Constitution, on aura fait les élections provinciales, et donc on ne sera plus dans ce no man's land institutionnel dans lequel on est aujourd'hui. Ça donne de la visibilité. On parlait du document martyr, du travail que vous effectuez sur ce document. On est à la version 2 par rapport à la version 1. Est-ce que vos premières propositions ont été prises en compte ? Est-ce qu'il y a des évolutions ? Ou est-ce que l'État mène son truc de son côté, si on peut dire, fait un projet qui ne lui appartient qu'à lui, sans prendre en compte les réflexions des Calédoniens ? Non, clairement, l'État prend en compte les demandes des uns et des autres, les inscrit quand elles sont consensuelles, et on progresse. Maintenant, la plus grosse partie de notre travail, elle va être maintenant, finalement. C'est
en confrontant nos idées, et notamment avec l'UNI, qu'on voit la semaine prochaine, que les choses vont réellement rentrer dans le concret. Sur la question de la citoyenneté, on sait qu'on a des positions qui sont, excusez-moi du terme, mais rapprochables. On voit qu'on est en capacité de trouver un consensus. Donc, l'idée, ça va être, le diable se cache dans les détails. L'idée, c'est de maintenant, on va rentrer dans le dur. C'est pour ça que je ne comprends pas bien la démarche parallèle qui est initiée par Calédonie Ensemble. On se parle aujourd'hui, on se parle. Et encore une fois, l'Union calédonienne, on comprend bien qu'ils vont revenir après leur congrès. Ils ne reviendront pas forcément de manière constructive parce qu'ils n'ont pas forcément le courage de dire à leur base que non, on ne va pas être indépendant parce qu'on a décidé de rester français. Donc il faudra qu'ils aient ce courage-là à un moment donné. Mais en tout cas, les choses progressent. Vous avez présenté en début de semaine les contre-propositions des loyalistes et du Rassemblement. C'est quoi les points durs, ceux sur lesquels vous ne transigeriez pas? Il y a le dégel du corps électoral, il y a le droit à l'autodétermination, il y a la modernisation des institutions. Vous faites beaucoup de propositions quand même. Oui, mais c'est plus... En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est plus dans une philosophie. Une philosophie qui est basée sur deux grands axes qui vous me permettrez de détailler. Le premier grand axe qui est absolument essentiel, c'est de considérer que on a, si vous me permettez l'image, on a eu 3 grandes périodes en Nouvelle-Calédonie. La période de la colonisation, de l'indigénat qui est passée, dans laquelle les Kanaks avaient moins de droits que les non-Kanaks. Et donc, cette période-là, elle est finie. Elle a donné lieu à quoi? Elle a donné lieu à 35 ans de rééquilibrage. Presque, excusez-moi du terme, de rattrapage. On a eu de la discrimination positive, on a eu du rééquilibrage économique, géographique, ethnique. Tout ça a été fait. Le prochain statut de la Nouvelle-Calédonie, ça ne doit plus être les uns au-dessus des autres. Ça doit être tout le monde avec les mêmes droits et tout le monde avec les mêmes devoirs. Ça ne veut pas dire qu'on est tous pareils, hein. Demain, on aura des modes de vie différents et il faut accepter ça. On a des cultures différentes, des habitudes différentes, des envies de vivre différentes. Mais il n'est plus question qu'on ait une ethnie au-dessus des autres. Et c'est là où on est fondamentalement en désaccord avec l'UC en particulier, ce qui n'est pas ce que porte l'UNI aujourd'hui. L'UC dit quoi? L'UC dit on doit avoir les Kanaks au-dessus des autres. Eh ben non, on ne construira pas une société sur cette base-là. Donc ça, c'est le premier élément, et ça irrigue beaucoup de choses dans notre projet. Et puis le deuxième élément, c'est on ne veut plus de référendum clivant. On ne veut plus que la population soit divisée en deux. Quelque part, ça va avec. Donc on dit quoi? On dit d'une part, ça fait 35 ans qu'on a notre vie qui est pourrie par ces référendums à répétition. On ne veut pas laisser à nos enfants cet héritage-là. Ça, c'est évident. Donc ça veut dire qu'on propose, excusez-moi, mais une trêve à minima 2 générations où enfin on arrête de se cliver sur ce sujet-là. Et à l'issue de ces 2 générations-là, on ne pose pas non plus la question d'indépendance ou pas indépendance. On ne pose une question que sur une base consensuelle. Sur un projet de statut. Oui, en fait, et qui se traduit comment? Qui se traduit par le fait d'abord que c'est la population qui décide si on fait un référendum ou pas. Si seulement 70% de la population demande une consultation, demande un référendum, à ce moment-là et à ce moment-là seulement il a lieu. Et il a lieu sur quoi? Non pas sur une question indépendance ou pas indépendance, mais sur une question qui met d'accord 4/5 des élus du Congrès. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce qu'on a trop souffert des événements, des périodes récentes où c'est les uns contre les autres, où finalement les indépendantistes empêchent les gens de venir en Nouvelle-Calédonie parce que ça pourrait modifier les équilibres électoraux. Et finalement, on est en train de tuer à petit feu la Nouvelle-Calédonie, avec les Calédoniens qui partent, avec le fait qu'on n'a pas de gens qui arrivent pour s'installer en Nouvelle-Calédonie. Et finalement, on arrive à quoi? On arrive à ce que petit à petit, les prix sont chers parce qu'on n'a pas assez de gens en Nouvelle-Calédonie, les entreprises n'arrivent pas à embaucher, on a l'économie qui est en train d'être mise par terre. Donc il va falloir arrêter ça. Et arrêter ça, ça veut dire se donner enfin une perspective qui n'est pas les uns contre les autres. Mais en mettant 2 générations, c'est-à-dire 50 ans à peu près, vous savez que ça va être considéré comme inacceptable par les indépendantistes, même par l'UNI, même si l'UC ne veut pas entendre parler. Sans doute. Donc ce sera un passage en force éventuellement à un moment, avec le soutien de l'État, ou est-ce qu'il faudra quand même trouver un moment une solution qui soit vraiment le plus consensuelle possible? Il n'y a pas de passage en force sur la question du droit à l'autodétermination parce que, contrairement au corps électoral, il n'y a pas d'obligation. Le droit à l'autodétermination, il est constitutionnel et sa mise en œuvre, elle ne peut pas passer en force. Donc il doit y avoir un consensus. Et encore une fois, quand on n'est pas dans des postures idéologiques, et je crois qu'encore une fois, les Calédoniens en ont assez de ça.
L'idée, c'est pas de se faire plaisir en disant, eux, ils proposent 5 ans, nous, on en propose 50, donc on finit à 15. Vous savez, si on dit aux Calédoniens, on refait un référendum dans 15 ans, mais la Calédonie ne va pas aller mieux. Parce qu'on a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est pas possible. Donc, ce que je souhaite simplement, c'est que ces discussions, elles aient lieu sur la base de l'intérêt général de la Calédonie, de comment on fait pour développer la Calédonie, de comment on fait pour que toutes les populations s'y sentent bien, comment on fait pour que les Kanaks, les Wallisiens, les Indonésiens, les Vietnamiens, les Européens, tout le monde se sente chez lui en Nouvelle-Calédonie, parce que on est tous chez nous. Et la plupart des Calédoniens, ceux qui sont encore restés, ceux qui sont encore là, j'utilise une expression qui est « ils n'ont pas d'ailleurs ». Et donc, moi, j'ai entendu des choses qui m'ont fait mal pendant ces réunions que j'ai faites. J'ai entendu des gens me dire on a vécu les événements, on n'a pas eu envie de partir, aujourd'hui, on a envie de partir parce qu'on n'en peut plus. Et bien moi, je veux plus de ça. Je veux qu'on soit capable d'offrir. Mes enfants sont en train de faire leurs études. J'ai envie de pouvoir leur dire tu vas pouvoir revenir en Calédonie, travailler, être heureux, travailler dans une entreprise où il y aura toutes les ethnies de Nouvelle-Calédonie et où ça va bien se passer. C'est ça qu'on veut. Et bien, pour offrir ça, je suis désolée, il va falloir qu'on soit ferme dans les discussions. Ferme, vous savez, ferme, ça ne veut pas dire, je vois bien Mais souvent, la c'est la mauvaise caricature. presse. Voilà, on vous dit que Ah oui, alors on est trop ça dur. empêche le dialogue On est parce trop que dur. voilà, Mais vous savez, radicaux, on dit. ouais, radicaux, durs, etc. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que les seuls accords qu'on a trouvés, on les a trouvés sur une ligne ferme. L'usine du Sud, si on a trouvé un accord, c'est parce qu'on était ferme. Si le 3e référendum il a eu lieu, c'est parce qu'on était ferme. Et au final, ceux qui portent une ligne, excusez-moi du terme, molle, qui en tout cas par naïveté ou par intérêt personnel, considèrent que c'est un accord à tout prix et que finalement, quitte à perdre notre âme, il faut à tout prix passer un accord. Ces gens-là, quand vous regardez l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, ils ont négocié quoi? Ils ont obtenu quoi? Un Philippe Gomès, il a fait avancer la cause non indépendantiste sur quoi? Sur rien. Il n'a fait que perdre du terrain et fait perdre du terrain à la Calédonie qu'on aime, à la Calédonie du vivre ensemble, etc. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il a donné aux indépendantistes. Et au final, c'est pas comme ça. À la fin, regardez l'usine du Sud, par exemple. L'usine du Sud, on peut considérer qu'on s'est affronté de manière assez dure, parce que on avait une volonté de la province Nord de prendre la main sur l'usine du Sud. Il n'en était pas question. Au final, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? On a passé un accord et tout le monde était heureux. Tout le monde était content de cet accord-là, parce que ça a permis de sauver l'usine du Sud. Et là, ça va être pareil. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va renoncer à ce en quoi on croit, et ce en quoi on croit, ce n'est pas juste de dire on a demandé 50 ans, donc on veut 50 ans. Ce n'est pas ça. C'est de dire qu'est-ce qu'on veut pour les Calédoniens et pour leur quotidien? Ce qu'on veut, c'est arrêter ce clivage. Les communiqués de presse, les discours de Daniel Goa qui sont écrits par Mathias Chauchat, c'est une honte. C'est un appel à la violence, c'est exactement ce qu'on ne veut pas. Je suis désolée, c'est pas parce qu'on va céder. Et moi, honnêtement, je trouve regrettable qu'il puisse y avoir un communiqué par un parti qui se dit non indépendantiste, qui dit qu'on est sur une trajectoire d'émancipation du pays. Non, non, non. On a décidé de rester français. Et quand on est un démocrate, on respecte la démocratie. Alors, il y a la vie institutionnelle et il y a la vie quotidienne des Calédoniens. Et vous venez de l'expliquer, c'est lié quand même. Ces dernières semaines ont été marquées notamment par l'annonce de plusieurs réformes fiscales, comme on dit, qui vont souvent dans le sens d'une augmentation des taxes ou des impôts. Est-ce que c'est inquiétant et quelles propositions vous pouvez faire dans ce domaine-là? On dit souvent qu'une fois qu'un impôt est créé, il reste et qu'on ne l'enlève jamais, quoi. Il y a plusieurs choses sur le sujet. D'abord, il y a des réformes qui sont nécessaires. Ça a été le cas de celle de la caisse de retraite des fonctionnaires qui avait besoin d'évoluer et qu'on a voté. Et puis, il y a des réformes qui sont extrêmement dangereuses, qui sont proposées. C'est celle du RUAM, vous le savez, qu'on conteste. Vous demandez une seconde lecture. Et puis celle bien pire de l'impôt sur le revenu qui est en train d'arriver. Cette réforme-là, si elle passe, elle met à terre l'économie calédonienne. Ceux qui sont dans le monde économique le savent. C'est l'intégration des revenus des capitaux mobiliers dans l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire, en gros, on a des personnes en Nouvelle-Calédonie qui vont payer jusqu'à 70% d'impôts. C'est de la folie. C'est de la folie. Ça n'existe nulle part dans le monde, c'est de la folie. Donc, ça, c'est inacceptable. Donc, on ne peut pas juste dire qu'on est contre. On ne peut pas juste dire qu'on est contre. Parce que vous savez quoi, si on dit juste qu'on est contre, nous, on est 25 au Congrès, eux, ils sont 29, ça va passer, et puis les Calédoniens vont continuer à partir, on va continuer à voir la Calédonie couler, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez faire? Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on fait? Parce que, qu'est-ce qu'on fait? Moi, vous savez, j'ai dit au commissaire que l'État donne de l'argent à la Nouvelle-Calédonie.
l'État donne de l'argent à la Nouvelle-Calédonie, il a donné 4 milliards et il est censé donner 4 milliards de plus. Ben, l'État ne peut pas donner une deuxième tranche d'aide à la Nouvelle-Calédonie si, en parallèle, ils mettent en place des réformes qui vont encore plus appauvrir la Nouvelle-Calédonie, qui vont encore plus baisser le niveau des revenus de la Nouvelle-Calédonie. Mais à l'inverse, on dit que ces réformes sont, enfin c'est ce que dit le gouvernement en tout cas, ces réformes s'imposent parce que l'État donne de l'argent sous condition et que c'est lui qui demande d'augmenter la fiscalité, de faire des réformes pour redresser. Alors, c'est vrai, l'État demande, et c'est quand même normal, il dit, nous, on ne va pas faire des chèques en blanc tous les ans. Donc, il faut que vous rééquilibriez votre système. Il ne dit pas comment. Il dit, il faut que vous mettiez en place les économies de dépenses et les nouvelles recettes qui font que le système est équilibré. Qu'est-ce que fait le gouvernement? Économie de dépenses, 0. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a supprimé 180 postes à la province. Ils en ont supprimé 0. Donc, pas d'économie de dépenses. Et d'autre part, des réformes fiscales dont on pense qu'elles vont rapporter de l'argent. Sur le RUAM, ça a été démontré dans la conférence de presse, ça va coûter plus cher et ça va encore plus couler le RUAM. Et sur l'impôt sur le revenu, vous savez, trop d'impôts tue l'impôt. Et ce n'est pas juste une phrase. C'est-à-dire que concrètement, les gens ne pourront pas payer. Donc les entreprises vont fermer et donc on aura concrètement moins d'impôts. Donc l'État, le représentant de l'État l'a dit au président du gouvernement. Il lui a dit que ce n'était pas possible de faire des réformes qui étaient finalement contre-productives. Donc là, il y a un travail, si j'ai bien compris, le gouvernement a réuni les organisations patronales pour les faire reprendre leur copie. Donc c'est un bon signe. Ça veut dire que les signaux qu'on a envoyés ont fonctionné. Mais si au final, ils vont au bout, je peux vous assurer, Elisabeth, qu'on ne laissera pas faire. On ne laissera pas cette réforme passer. Parce que cette réforme, encore une fois, elle est mortifère. Et quand je dis ça, ce n'est pas juste de l'opposition au Congrès à 25 contre 29. On va faire tout ce qui est en notre pouvoir et on va y arriver. On ne laissera pas cette réforme passer. Je vous l'assure. Parce qu'encore une fois, si elle passe sur les revenus de 2023, c'est fini. C'en est fini de l'économie calédonienne. Alors dans vos contre-propositions, vous souhaitez par ailleurs que l'État participe à la relance économique. Ça veut dire carrément qu'ils mettent de l'argent, qu'ils financent des grands travaux. Il est prêt à le faire selon vous? Ça peut être une possibilité aussi pour donner un bol d'air à l'économie calédonienne? Oui, c'est indispensable parce que quand on va avoir trouvé une solution politique, il va falloir relancer la machine. La relance de la machine, ça passe par des grands travaux, par des grands investissements. Il y a des choses qui vont être annoncées assez rapidement. C'est le cas de la prison, c'est 500 millions d'euros, donc 60 milliards de francs pacifiques de travaux. C'est le cas d'un certain nombre on a été, vous le savez, avec le haut-commissaire, travailler sur la route de désenclavement du Sud, qui est aussi dans les tuyaux. C'est plusieurs milliards de travaux. On a un travail sur la 4 voies jusqu'à Tontouta. On a des grands travaux que l'État devra accompagner parce que la Nouvelle-Calédonie aura besoin de cette aide-là. Mais au-delà de ça, vous savez, il y a un élément fondamental, c'est la manière dont on va, sur les prochains mois, et puis sur la sortie de crise, accompagner ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui, on est dans une situation, et on a fait une étude très précise là-dessus, parce que l'économie mondiale fait que le pouvoir d'achat baisse, de regarder en fait la situation de tous les Calédoniens. Eh bien, on a une partie de Calédoniens qui bénéficient de l'aide médicale et qui ont en fait toutes les aides. L'aide au logement, l'aide médicale, les bourses, toutes les aides. Et puis on a une partie de la population qui est juste au-dessus et qui finalement, jusqu'à présent, tant qu'il n'y avait pas trop de difficultés de pouvoir d'achat, s'en sortait et qui aujourd'hui ne s'en sort plus. Vous savez, j'ai deux exemples. J'ai un exemple qui est les centres de vacances. Quand vous avez des jeunes enfants et que vous essayez de les mettre dans les centres de vacances, et bien aujourd'hui, dans les centres de vacances, qui y a-t-il? Eh bien, il y a ceux qui sont à l'aide médicale, qui bénéficient des aides, parce qu'eux ne payent pas non plus très cher les centres de vacances. Et puis, on a ceux qui ont beaucoup d'argent. Et puis, toute la classe moyenne, eh ben, ils n'ont plus les moyens de mettre leurs enfants en centre de vacances. Et ben, ça, on va faire des choses très concrètes maintenant pour les aider. Idem sur les gens qui ont des enfants qui sont étudiants, à qui ça coûte un bras, qui n'ont pas les moyens de les faire revenir. Idem sur les petites entreprises qui se retrouvent hyper contraintes parce que maintenant, elles doivent payer leurs factures à 30 jours alors qu'elles payaient jusqu'à présent à 3 ou 4 mois sur la base de la mise en œuvre d'une mesure de l'autorité de la concurrence. On va les aider en matière de trésorerie. On va faire des choses très concrètes parce que sinon, encore une fois, c'est toujours les mêmes qu'on aide. Et puis au final, ceux qui en ont réellement besoin, on ne les aide pas. Ça, c'est des mesures au niveau provincial, pas au niveau territorial. C'est la province sud qui va s'engager. C'est la province sur un sud certain nombre de mesures. qui est engagée là-dedans et qui va mettre en place ces mesures très très rapidement. Le temps passe. Je voudrais quand même vous entendre sur le nickel. On parle de l'économie qui ne va pas bien. La situation de la filière nickel est particulièrement inquiétante.
notamment peut-être la SLN, parce qu'elle emploie beaucoup, elle produit du nickel. Et Eramet a récemment confirmé sa décision de ne pas lui apporter de nouveaux financements. Comment elle s'en sort et est-ce que Bruno Le Maire, qui arrive à la fin du mois avec Gérald Darmanin, va apporter des solutions? Alors Bruno Le Maire, d'abord, il vient pour ça. Il vient pour le nickel, il vient pour... il est parfaitement conscient de la situation des 3 usines. Le président de la République s'est engagé sur la construction d'une centrale qui permettra d'alimenter à un coût acceptable et compétitif les 3 usines, en particulier les 2 électro-intensifs, donc la SLN et l'usine du Nord. Mais il va falloir quelques années. On a la présidente de la commission de régulation de l'énergie qui est venue il y a 2 semaines, qui va donc décider de quel type de centrale c'est, mais de toute façon, même avec le meilleur projet le plus rapide, on en a pour 4 ans, 5 ans avant d'avoir cette solution-là. En attendant, qu'est-ce qui se passe? En attendant, ni la SLN, ni KNS, ni l'usine du Sud ne peuvent s'en sortir sans aide de l'État. Donc, Bruno Le Maire doit venir pour savoir sous quelle forme elle accompagne. Ça ne peut pas être simplement des chèques en blanc, ça doit évidemment être dans le cadre d'un plan global que le président de la République dont le président de la République a tracé les lignes. On a aussi un élément fondamental qui est qu'on a du nickel calédonien qui est donc du nickel français. On a des usines de batteries qui se mettent en place en métropole, on a une filière qui se crée. Eh bien, moi je porte, et j'ai porté auprès de Bruno Le Maire, le fait qu'on ait une stratégie nationale et européenne sur le nickel calédonien, puisque le nickel calédonien est donc du nickel français, et qu'on doit... Vous savez, on a bien vu la difficulté quand on a un conflit comme celui qui a eu lieu en Ukraine, en fait, on a des problèmes d'approvisionnement. Là, on a la chance d'avoir du nickel français en Calédonie qui permet de sécuriser les approvisionnements nationaux. Eh bien, on doit avoir une stratégie nationale là-dessus, et je souhaite que Bruno Le Maire porte ça quand il viendra. Là aussi, ce n'est pas un point de consensus avec les indépendantistes. Ce n'est pas un point de consensus avec les indépendantistes. Oh, on est moi, les discussions que j'ai avec Louis Mapou en particulier, qui fait partie des gens avec lesquels on peut trouver des consensus, sont plutôt constructives. C'est-à-dire que, certes, on a un désaccord sur la question des exportations, mais qui est finalement qui peut se régler en abordant les sujets les uns après les autres. Donc je crois qu'on peut trouver des accords sur le sujet du nickel avec les indépendantistes. Il y a les négociations sur l'avenir politique de la Nouvelle-Calédonie ne se passent jamais sans aborder le sujet du nickel. Donc ça viendra sur la table. Vous savez, Daniel Goa a rencontré le président de la République et Gérald Darmanin avec des représentants de la filière nickel en Nouvelle-Calédonie. C'est pas pour rien. Donc le calendrier, à la fin du mois, la visite de Gérald Darmanin et de Bruno Le Maire, dans ce climat un peu anxiogène quand même pour la Calédonie, vous le disiez, des Calédoniens qui s'en vont encore tous les jours, vous leur dites qu'ils peuvent avoir confiance et vous les incitez à avoir confiance. Alors d'abord, oui, mais je suis parfaitement consciente de l'état j'ai entendu le mot désespoir, vraiment, dans la bouche des Calédoniens. Donc la réalité, c'est que je sais que ça ne va pas bien, mais ce que je veux leur dire, et je ne le fais pas parce que, vous savez, il n'y a pas d'élection, je suis candidate à rien, simplement, je leur dis, on est au bout du tunnel. On y est, et la lumière qui arrive au bout, moi, je vous le dis, j'y crois. C'est-à-dire que, très clairement, on va avoir enfin cette réforme constitutionnelle qui va nous inscrire définitivement dans la République. On va avoir enfin des institutions qui vont fonctionner. On va avoir une solution sur le nickel. Finalement, vous savez quoi ? C'est encore quelques mois compliqués dans lesquels on sera là pour les accompagner. Mais à la fin, et c'est pas la fin, c'est pas dans 10 ans, c'est dans quelques mois, c'est au mois de mars 2024 pour la réforme constitutionnelle et au mois de novembre pour les élections provinciales, c'est la fin de cette période dramatique qui malheureusement a duré trop longtemps. Sonia Backès, présidente de la Province Sud, merci d'accepter notre invitation. Merci. Un magazine Transparence qui sera rediffusé dimanche soir, juste après notre édition de 17h45. Il sera disponible dans quelques instants en audio et en vidéo sur notre site internet. Passez une excellente après-midi. Votre prochain rendez-vous d'information, c'est à 13h.